Afghanistan, 2002. 3 jeunes reporters montent dans une voiture pour un périple qui va changer leur vie à tout jamais. Serge, un journaliste moraliste et bourreau de travail, Paolo, un photographe aussi jovial qu'inconscient, et Claude, un typographe suisse froussard qui s'improvise cinéaste. Et aujourd'hui, je vous invite dans l'œil de Claude, qui, 20 ans après, a retrouvé les cassettes de ce périple, une histoire que vous découvrirez en regardant le film, et en a fait un témoignage touchant de son évolution personnelle au moment où le monde vit un énième grand conflit, et juste avant que la photographie ne s'apprête à changer radicalement de cap. Claude, qui par son absence de tout formatage, découvre la liberté de faire sans contrainte, se trouve une nouvelle famille alors qu'il fait le deuil de la sienne, et devient, presque par accident, un vrai artiste. Cet épisode est une ode à l'absence de maîtrise, et par bien des aspects il est libérateur, parce que la grande leçon de tout ça, c'est que bien entouré et sans la peur de mal faire, on ne peut que bien faire les choses. Et des photos, beaucoup de photos, de tout et de rien, qui auront tôt ou tard un sens. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Claude Bechtold. Et bonjour Claude. Bonjour Julien. Enchanté, bienvenue, merci. C'est la première fois qu'on parle ensemble. On a discuté via l'agence qui te représente. C'est un grand jour. Enfin, j'ai l'impression d'avoir passé un palier en te recevant. C'est incroyable. Non, c'est simplement que je sors un film qui passe au cinéma, donc et comme j'habite en Suisse, c'est mon distributeur Zinc qui prend les appels à Paris en fait. Ouais, non, mais moi j'étais sur le cul quand j'ai reçu le mail. Je me dis tiens, c'est fou déjà comment ils savent qui je suis. C'est là que tu te rends compte en fait que t'as un petit peu grandi. On parlera un petit peu plus loin du syndrome de l'imposteur dans cet épisode, mais ça m'a parlé. Je pense que le film m'a aussi parlé. Parce que je me retrouve un petit peu dedans. Toi, t'es quelqu'un à qui on a donné un jour une caméra et qui est devenu réalisateur. Moi, je suis quelqu'un qui un jour a pris un micro, qui l'a mis sous le nez des gens et qui est devenu podcasteur. Mhm. Et c'est toujours amusant ce petit moment où tu réalises qu'en fait, ça a un sens, ce que tu fais. Je sais pas si t'as eu ce moment aha où tu t'es rendu compte qu'en fait, tu faisais pas tout ça dans le vide. Oui, c'est arrivé tardivement en fait. Cette espèce de pourquoi on fait ça, quelle utilité ça a, est-ce que c'est du nombrilisme. Moi vraiment, j'ai mis du temps à comprendre que de tous les gens qui étaient autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, moi mon job c'était de raconter les histoires en fait. C'est de raconter l'histoire. C'est-à-dire que je suis entouré de gens qui sont des fusées, des locomotives comme ça, qui font des trucs, qui savent ce qu'ils veulent faire. Serge et Paolo, c'est vraiment des mecs. Serge, à 12 ans, il voulait être grand reporter. Donc, donc Serge et Paolo, que je suis en Afghanistan dans le film River Boom. Et moi, en fait, je mets beaucoup de temps à justifier mon activité pour moi-même. Je fais semblant de filmer, enfin j'ai une caméra vidéo, je suis vraiment un imposteur, c'est-à-dire qu'on me donne une caméra dans les mains pour que j'ai l'air de quelque chose, parce qu'avec mon petit appareil Mio 2 j'ai l'air de rien, mais en fait j'accumule de l'information comme ça, et en fait à un moment donné je comprends que mon travail ça va être de raconter l'histoire, à un certain moment, plus tard, mais que le récit historique de ce que je vis, c'est moi qui vais le raconter. Ouais. C'est pas les gens qui sont autour de moi. Mais c'est pendant que tu es là-bas que tu te rends compte de ça, ou c'est en venant après? Je pense que c'est une blague de Serge, parce que dans la voiture, moi j'étais là, donc Serge faisait des grands reporters. Avec Paolo, ils construisent des articles, un livre. Paolo photographie l'Afghanistan de l'époque. Ils font des articles pour le Figaro. Et moi j'emmagasine des informations, mais personne ne m'attend avec ces photos, des photos qui n'intéressent personne. Donc, c'est des photos en couleur, de gens qui sourient, qui rigolent, de porte-savon et de décoration d'intérieur en Afghanistan. Et donc, à la fin du voyage, Serge disait « Tu es notre hagiographe ».
Et c'est assez drôle. La géographe, c'est vraiment celui qui suit et qui va raconter l'histoire des saints, en fait. Bref, il disait ça vraiment avec beaucoup d'humour. Mais les empereurs mongols, quand ils envahissent l'Iran, l'Afghanistan, enfin, quand ils arrivent, ils ont toujours dans leur carriole un historien qui est là pour écrire ce qui se passe. Parce que vraiment, l'empereur, il est là, il conquiert, il massacre, il construit, enfin voilà. Et donc, en fait, je pense que c'est Serge qui m'a placé dans cette voiture en se disant, lui, il va raconter l'histoire, en fait, Ouais. l'histoire de l'aventure. Tu penses que c'était prémédité de sa part? Non, je Non. pense que c'est des choses qui... Mais il y a cette qualité chez Serge, c'est que tout d'un coup, il rencontre des gens et il leur fait confiance et il se dit, lui, il sera peut-être bon pour ça. D'accord. Voilà. Et donc, en réalité, j'avais pas tellement le choix. J'étais dans cette voiture et la place du reporter et la place du photographe de guerre étaient prises. Ouais. Et moi, j'étais obligé de trouver une autre place pour exister. Et j'avais vraiment envie d'avoir cette place parce que Serge a 3 ans de plus que moi, Paolo en a 2, donc ça fait une grande différence à cet âge-là. Et eux, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire. Et moi, j'aimerais faire partie du groupe. Et donc, il faut que je trouve ma place et il faut que je trouve ce que je vais apporter au groupe. Et évidemment, ce que je pouvais leur apporter, c'est quelque chose de très différent, en fait. Très différent du reportage classique, même si Serge, c'est pas du reportage classique. C'est déjà du reportage presque gonzo, parce qu'il se fond dans le territoire, il s'enfonce dans les régions reculées et il raconte les petites histoires. Et donc moi, ce qui me reste, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire tout ce que Paolo ne photographie pas. Et donc, j'accumule plus que je ne photographie en réalité en Afghanistan. En Afghanistan, moi j'ai fait 6500 photos, 35 mm, enfin 35 en pellicule. Ouais. C'est un gros budget. Et c'est des films que moi j'en avais bien sûr pas assez avec moi, donc chaque fois que j'arrivais dans une ville, j'allais dans le magasin de photos de la ville, puis je disais mais qu'est-ce que vous avez comme film? Puis c'était une période où il n'y avait pas eu de photos pendant très longtemps parce que les talibans avaient interdit la photo. Et avant ça, il y avait une guerre civile, et avant ça, il y avait les soviétiques. Donc, c'était des vieux Konica qui avaient transité par l'Iran, puis qui étaient passés en fraude par la frontière. Et c'est des films qui avaient 15 ans, qui avaient déjà 15 ans dans les pattes et qui avaient bien, bien chauffé. Et pourtant, ça a fonctionné. Ouais. Donc, moi, j'étais là, il y avait tellement de choses qui se passaient autour de moi, je n'avais pas du tout le temps de réfléchir à ce qui se passait autour de moi. Et donc, j'étais entouré de gens qui avaient envie d'être photographiés. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Donc moi, mon job en Afghanistan, je l'entendais comme ça, c'est-à-dire que j'enregistrais ce qu'il y avait autour de moi pour le raconter plus tard. Je ne savais pas trop comment, mais cette manne d'informations, d'images extraordinaires, vraiment, c'était... Moi, je tendais mon appareil par la fenêtre, je tendais le bras et j'appuyais sur le bouton pour que la lumière entre, en fait. C'était tout ce qu'il fallait faire, parce que c'est tout ce qu'il fallait faire à l'époque. Il y avait des vallées entières de coquelicots rouges, il y avait des collines de sucre, de crocus mauve, il y avait enfin, c'était extraordinaire, la lumière qui arrivait, en fait. Et moi, mon job, c'est juste la laisser entrer par le Mio 2, il a un 35 mm fixe qui ouvre à 2.8 et qui est assez super, en fait, qui était mon instrument parfait. J'en avais 2, en fait. J'avais un argenté et un noir. Parce que parfois, il y avait tellement de choses à photographier que avec 36 poses, je n'en avais pas assez, en fait. Par exemple, il y a un moment donné, on arrive dans un village avec 40 voleurs et je sais qu'il y en a au moins 40 parce qu'ils se mettent en rang et ils me demandent de prendre le portrait de chacun. Et donc, je fais le portrait, ils se mettent en rang comme à l'armée, c'est vraiment une ligne de Moudjahedine. Et je les photographie. Et puis, arrivé à un moment, mon Mio 2, il rembobine automatiquement. Et puis, pendant 1 ou 2 minutes, il est en recharge, quoi. Ouais. Et donc, j'ai mon deuxième Mio 2 pour continuer la série, en fait. Et c'était comme ça, en fait. Moi, j'ai jamais volé d'images. De toute façon, je ne sais pas voler des images, en fait. À part par la fenêtre quand je photographie des ânes. Mais, donc, il y avait une... mon job, c'est vraiment, il faut que je photographie tout ce qui est à photographier, en fait. D'accord. Voilà, t'as tout ce moment, en fait, où tu ne fais qu'avancer sans savoir où tu vas réellement, en réalité. Et il y a ce moment où ça clique, mais on le voit bien dans le film, en plus, le moment où ça clique, je pense. Et c'est assez
assez touchant quand on comprend. Avant de continuer, on va faire l'elevator pitch parce que normalement on commence les épisodes par ça. Le principe de l'elevator pitch, tu rentres dans un ascenseur, il y a Steve Jobs qui rentre à côté de toi. Et il était connu pour coincer les gens dans l'ascenseur, essayer de savoir un petit peu ce qu'il faisait. T'avais genre 3 étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu faisais. Et si la réponse lui plaisait pas, t'étais viré. Qu'est-ce que tu lui dis sur ces 3 étages sur toi pour te présenter? Bon, moi, j'ai grandi en Suisse, dans un petit village. Je suis casanier, j'aime le confort et la sécurité. Et puis, j'ai fait des études de typographie. C'est-à-dire que j'ai fait une école d'art à Lausanne qui s'appelle l'ECAL, où j'ai été formé en communication visuelle, qui était en fait du graphisme et de la mise en page, et de lettres principalement, de textes et de beaux livres. Et à 25 ans, moi, j'ai perdu mes parents. J'étais un peu déboussolé. Et puis, j'étais dans un univers très cadré. Et tout d'un coup, Serge m'a emmené en voyage. En fait. On m'a emmené en Afghanistan et j'ai découvert un autre univers. Et là, je suis devenu, je suis entré dans le monde du dilettantisme parce que j'avais un métier que je maîtrisais extrêmement bien et j'avais fait une école d'élite pour cette formation-là. Vraiment, les Suisses et la typographie, c'est très sérieux. Et tout d'un coup, j'ai découvert la liberté dans la photographie, le voyage et finalement le cinéma en fait. Et je me suis trouvé bien dans un monde que je maîtrisais pas. Et donc maintenant, moi, j'ai compris que mon rôle, c'était pas de mettre en page des beaux livres, mais de raconter les histoires. En fait. Ouais. Je suis devenu un raconteur d'histoires par la photographie et maintenant au cinéma. Ce qui est lié de toute façon, enfin, mettre en page un beau livre, c'est aussi raconter une histoire. C'est l'autre partie de la photographie, celle où tu tries. Parce que c'est pas tout de faire plein de photos, il faut garder celle qui raconte l'histoire. Oui, alors là, encore une fois, comme un dilettante, moi, j'ai pas du tout cette approche de faire la photo parfaite et celle qui raconte tout, en fait. Celle où on a attrapé le regard. Moi, j'ai toujours fonctionné en équipe. Moi, j'aime les collectifs et j'aime voyager avec Serge et Paolo. J'aime le fait qu'on soit une équipe, en fait. Et moi, mes photos, je les ai jamais vues comme des accomplissements individuels, mais plutôt comme un vocabulaire, comme des mots, en fait, qui allaient construire un roman. Ouais. Ouais. Ok. On commence toujours l'interview par les 4 mêmes questions. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi? Alors bon, je suis pris de court, donc, mais il y a un livre que j'adore, qui n'est pas du tout un livre de photographie, qui est un livre c'est une bande dessinée qui s'appelle Les Carottes de Patagonie, de Lewis Trondheim. C'est sa première BD. Et c'est un moment où la bande dessinée devient ennuyeuse, à la fin des années 80. Tout d'un coup, les grands maîtres ont arrêté de produire. Puis voilà, il y a beaucoup de BD, mais beaucoup de BD pas très intéressantes. Et il y a Lewis Trondheim qui fonde l'association, qui sera rejoint par Johan Sfar, Riyad Satouf, enfin plein de grands noms maintenant. Mais lui, il connaît rien et il dit, moi j'en ai marre. Enfin, en gros, il décide de faire une bande dessinée qui fera 500 pages sur un format roman et il sait absolument pas dessiner, il sait absolument pas ce qu'il va raconter. Et il dit, mon héros s'appellera Lapino. Pour une raison, je sais pas, une raison absurde, et il commence à dessiner un lapin et les aventures de ce lapin. Et ça commence à la page 1, et il construit le scénario au fur et à mesure qu'il avance. Et le dessin s'affine. C'est là qu'il apprend à dessiner, mais la première page, c'est son premier dessin. Donc on participe de la formation de ce type extraordinaire qui est Lewis Trondheim, et il réinvente complètement le scénario de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a des scènes dans les Carottes de Patagonie qui n'existent nulle part. Il y a des vides dans le... je sais pas, à un moment donné, Lapino, il veut descendre un escalier pour aller chercher ses Carottes de Patagonie. Il croise les sbires d'un mage qui dit « Mais enfin, le mage veut vous voir il s'agit de sauver l'univers. » Puis il dit « Oui, mais bon, là, ça fait quand même 200 pages que j'attends pour aller chercher mes carottes de Patagonie. » Et tout d'un coup, pendant 10 pages, on a Lapino qui hésite entre aller sauver le monde ou aller chercher des carottes de Patagonie. Et il se donne cet espace. Et le scénario est délirant, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est une des grandes bandes dessinées de l'histoire de la bande dessinée. Et c'est surtout dans sa manière de fabriquer, sa manière d'appréhender le scénario. C'est-à-dire qu'il construit, il se laisse surprendre par lui-même, en fait. Le dessin l'entraîne dans des scénarios, dans des scénarii. Et j'aime beaucoup cette approche-là, en fait. C'est-à-dire de se laisser entraîner
de pas avoir tout compris au début. Ouais. C'est ça, de pas tout maîtriser au début. C'est-à-dire de pas partir d'un scénario figé, parfait, qu'on va mettre en scène, en fait. Et que, en fait, la construction de l'histoire, elle participe aux idées qu'on trouve dans cette histoire, en fait. Donc de ne pas Et montrer que ça, l'accomplissement, mais le chemin mais aussi. ça m'a aussi beaucoup aidé en photographie. C'est-à-dire que c'est pas que je faisais 20 photos ratées pour enfin avoir la bonne, c'est que mes photos ratées, elles racontaient ce que je voulais raconter. En fait, même mes photos ratées, elles me plaisaient plus que la bonne photo, en fait. Elles m'entraînaient sur des pistes que je trouvais intéressantes. Et même, moi, je photographie toujours très vite et je me suis rendu compte qu'en fait, moins je réfléchissais avant de prendre la photo, plus je trouvais ma photo intéressante. Plus j'aimais la photo j'aime être surpris par la photographie que je découvre, en fait, après l'avoir développée. Donc voilà pour le livre. Ok, c'est un bon exemple. J'aime bien cette idée de ne pas montrer que la fin, où tout est parfait, et de montrer tout le bordel qui va avant. D'ailleurs, qui est un petit peu aussi Riverboom. C'est quoi être créatif ? Je pense que moi j'ai fait une école d'art, donc j'étais censé le savoir en sortant, j'avais aucune idée. Et pour moi, je peux donner que des définitions que je pense qui sont juste pour moi, mais les gens sont très différents. Donc, chacun a sa définition. Moi, je pense que d'être créatif, c'est-à-dire d'être un artiste, disons. Je pense que le premier job, le seul job vraiment, notre seul job, c'est de ne pas avoir peur. Pour moi, c'est ça la liberté, en fait. C'est-à-dire de construire un monde qui nous évite de réfléchir par la peur. Voilà. Et la peur, c'est bien sûr pas la peur des mines ou des guerres, mais c'est la peur de ne pas plaire, la peur de ce que vont penser nos parents, toutes ces peurs qui font qu'on n'est pas libre d'explorer vraiment des territoires intéressants. Ouais. Ok. C'est pas mal pour quelqu'un qui n'avait pas d'idée de ce que c'était qu'être créatif. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? Alors, moi, quand j'ai perdu mes parents, je me suis... Évidemment, tout ce qui appartenait à leur univers était devenu quelque chose de sacré, d'extraordinaire, parce qu'il ne me restait que ça, en fait. Et quand des gens nous manquent pareillement, c'est le cas de tous les deuils, en fait, on essaye de retrouver des parts de ces personnes dans ce qui nous entoure. Et évidemment, la première chose dans laquelle je me suis plongé, c'est les photos de mes parents, qui faisaient beaucoup de photos, en fait. Et en fait, j'étais toujours un peu déçu de ne pas trouver des photos qui me racontent plus de choses. C'est-à-dire qu'il y avait les photos classiques, c'est-à-dire on fait la photo du gâteau d'anniversaire, alors c'est très bien, hein, ça raconte aussi une histoire, mais je trouvais que ils auraient pu faire des photos de choses plus anodines qui, en fait, après coup, sont plus importantes. C'est-à-dire que photographier une belle église quand on voyage, c'est bien, mais c'est plus drôle de photographier la tâche qu'on s'est fait avec la glace qui est tombée sur le pantalon blanc sur sa robe blanche, en fait. Et donc, moi, ça m'a poussé à photographier tout ce que je pensais ne pas être important. Et donc, quand j'arrive dans un endroit, simplement le désordre, c'est typiquement quelque chose qu'on photographie jamais assez. Ouais. Moi, ma femme est architecte, mes cousins sont architectes, je connais beaucoup d'architectes, et quand ils me demandent de faire des photos d'architecture pour eux, souvent au départ, on fait une petite photo, ça me rend toujours dingue le rapport des architectes aux photos, parce qu'ils ne veulent pas une photo de leur maison, ils veulent une photo de l'idée parfaite qui se font de la maison. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il n'y ait aucun jouet, il ne faut pas qu'il y ait une tasse sur la table, il faut qu'il n'y ait aucune trace de vie, en fait, et moi, c'est tout ce qu'il n'y a de pas intéressant. C'est-à-dire que moi, les photos de mes parents, j'aimais retrouver ces traces de vie. J'aimais voir ce qu'ils avaient mangé, toutes ces petites informations qui sont dans le désordre, en fait. Et donc, moi, je déclenche des moments
des instants où je me sens bien et je me dis comment je peux capturer ce moment très calme à la fin de la journée où les enfants sont là, où ça va bien, comment je peux le photographier. J'aime, pour moi, c'est comme un journal de bord en fait, la photographie. Je ne sais pas encore vraiment ce qu'elle va raconter, mais je dois donner dans mon vocabulaire pour mon roman. Il faut que j'aille il faut que j'aille les bons mots en fait, et j'aimerais pas qu'il me manque ces mots. Et donc, voilà. Et souvent, quand on est énervé, quand on renverse un plateau et que tout se casse par terre, c'est justement là qu'on n'a pas envie de photographier. On est énervé, on se dit pas possible, on nettoie tout. Puis après, on se dit, ah, ça aurait été bien de prendre la photo de ce vase de Chine explosé par terre quand même. Ça faisait... Et donc maintenant, par exemple, avec mes enfants qui sont extrêmement maladroits, qui font plein de bêtises, ils sont très drôles, mais c'est des tornades. Et en fait, chaque fois qu'ils renversent un verre de lait ou qu'ils cassent un truc, machin, eh bien, au lieu de m'énerver, je le photographie, en fait. Et c'est super, en fait. Non seulement je ne m'énerve plus, ma vie est plus drôle, mais en fait, cette distance de la photographie, ça me permet... Enfin, ça c'est la magie de la distance photographique, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre de la distance, on monte au balcon, comme ça, on est observateur, on ne subit pas l'histoire. Et l'autre chose, c'est que tout d'un coup, j'ai ces photos. J'ai ces photos extraordinaires, vraiment, parce que le verre de lait tombe évidemment toujours au mauvais endroit, il tombe au-dessus du tiroir, il se mélange au couvert, il faut tout nettoyer. Et donc, ces petites catastrophes du quotidien, elles sont super à photographier en réalité. Donc, moi, j'aime bien ces petites histoires. Oui, j'aime ces petites histoires drôles et que j'aimerais mettre dans mon catalogue, en fait. À la fin, dans l'histoire de ma vie, si on prend que mes photos, j'aimerais que ça fasse partie de ça, et pas seulement quand j'ai mis un beau costume pour aller à mon mariage. Mais tu sais que tu as un discours là qu'on tient beaucoup en mariage et en photo de famille, qui est les gens s'imaginent que la photo de mariage et la photo de famille, c'est que la perfection, alors que justement, tout ce qu'on va rechercher, c'est ces entre-deux. Et tu as cette approche exactement de dire, ben non, c'est pas ça la vie, en fait. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un truc beau, mais c'est joli d'avoir aussi le bordel derrière et le bordel des entre-deux. En fait. Moi, j'adore la photo de mariage parce que, en fait, quand je suis arrivé dans le monde de la photographie, que je connaissais pas du tout, j'ai compris qu'il y avait une hiérarchie dans le monde de la photographie. C'est-à-dire qu'évidemment, bon, moi j'étais sur le terrain, donc évidemment les photographes de guerre, c'est un peu l'élite, c'est un peu les héros, ils gagnent peu d'argent, ils prennent des risques et tout. Ils sont suivis quand même de pas très loin des photographes de mode qui prennent peu de risques mais qui gagnent beaucoup, mais c'est des grands photographes de mode, ils font des images incroyables et tout. Il y a les photographes d'art contemporain qui arrivent, qui dépassent maintenant, qui sont un peu dans le trio de tête. Puis ensuite, on descend dans la gradation et donc la gradation, c'est évidemment le photographe de mariage, c'est toujours celui qui est méprisé parce que c'est en bas de l'échelle, il photographie toujours la même chose, alors que c'est extraordinaire les mariages justement pour photographier des choses dingues. Paolo vient de faire une exposition justement sur les mariages dans son festival la Cortona on the Move, où on voit des photos incroyables, des mises en scène, vraiment des photographes qui ont l'intelligence de mettre en scène des mariages et pas toujours à la perfection. Puis ensuite, en dessous de la photo de mariage, il y a le photographe qui fait des photos pour les guides de voyage. Là, c'est vraiment un truc, c'est même des banques de données. Puis tout en bas, il y a le touriste. Ouais. Tout en bas, il y a le photo de touriste. Alors ça, personne ne veut être un touriste en voyage. Et moi, j'ai toujours voyagé comme touriste, en fait. Et j'ai adoré. Et donc, moi, j'aime cette stratification parce que plus on est bas dans la stratification, plus on a la liberté de photographier ce que moi, j'aime photographier. Mmh. Voilà. Et plus on peut surprendre, du coup. Ça nous amène à la prochaine question qui est pas enfin, il y a un vrai lien. C'est quoi une bonne photo, du coup? Alors moi, je dis toujours, la bonne photo, c'est celle qui existe, en fait. C'est celle qui est là. C'est celle pour laquelle on s'est donné la peine d'appuyer sur le bouton, en fait. C'est très compliqué de définir une bonne photo parce qu'il y a la bonne photo pour le lendemain, pour le journal qui va la publier. Il y a la bonne photo pour dans 10 ans, quand nos enfants seront grands et qui seront partis de la maison. Il y a la photo dans 50 ans, quand nos petits-enfants vont découvrir ça. Puis dans 5 siècles, quand il y aura des archéologues qui trouveront nos photos, elles auront encore une autre valeur. C'est une trace, une photo. Donc, elle a beaucoup de strates.
Et donc, moi, je dis toujours, il faut juste qu'elle existe. Il n'y a pas de danger à faire exister une photo. Moi, j'hésite jamais à prendre une photo. Je me dis pas, est-ce qu'il faut que je la prenne ou est-ce qu'il ne faut pas que je la prenne? Je la prends. D'accord. Parce que si j'y ai pensé, c'est qu'il y a une valeur quelconque dans cette photo, en fait. Et moi, comme je m'intéresse, je veux faire du cinéma, mes photos, elles sont là pour être mises en relation avec d'autres. Le cinéma, c'est 24 images par seconde, donc ça prend pas tellement de place finalement, une image. Si on fait 24 images chaque jour, ça fait juste une seconde de film chaque jour. On va parler du film, donc River Boom, c'est ton film qui est en salle au moment où le podcast va être diffusé, donc vous pourrez, les auditeurs, aller le voir au cinéma le plus proche de vous assez rapidement après avoir écouté ce podcast. Donc River Boom, c'est l'aventure, ton aventure à toi, d'aller en Afghanistan avec une connaissance. Je crois que tu le connaissais pas si bien que ça, Serge, au départ du film. Non, et non seulement je le connaissais pas, mais moi j'aimais pas les journalistes. Et donc, parce que moi je faisais partie du groupe féministe d'extrême gauche, ma mère était une féministe, voilà bref, de gauche en tout cas, pacifiste. Ma mère c'était une pacifiste, elle avait vécu la Deuxième Guerre mondiale, il fallait pas que ça se reproduise, et c'était la faute des mecs, donc il faut que les femmes prennent. Et donc je me retrouve avec un journaliste, c'est une profession que j'appréciais pas à l'époque. Et je me trouve en Afghanistan, qui est un monde de mecs qui fait la guerre. Voilà. Donc c'est vraiment mon antithèse, ce voyage, en fait. C'est tout ce que je connais pas. Mais Serge, on s'était bien entendu. Avec Serge, j'avais vraiment eu un bon feeling. Donc j'aimais déjà bien Serge, je le connaissais peu. Et c'est vraiment... Serge, il a toutes les qualités que j'ai pas. C'est-à-dire que moi, je réfléchis longtemps avant de faire quelque chose. Je veux que tout soit réglé. Si je peux rester encore 2 semaines de plus. Quand le voyage est annulé, je suis presque content, en fait, parce que je suis tellement bien chez moi. Enfin, bref. Et Serge, on a une idée, on l'a fait. Alors, on ne peut pas la faire tout de suite parce qu'il faut aller chercher la voiture, mais on peut partir demain, par exemple. Donc, lui, il débarque, il me dit je pars demain pour l'Afghanistan, est-ce que tu peux venir? Et en réalité, on n'est pas parti le lendemain, on est parti le surlendemain. J'ai dit demain, je ne peux pas, mais après-demain, je suis libre. Et donc, lui, c'est moi. Dans l'aviation, je serais plutôt un planeur en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, une fois que je voyage, une fois que je suis lancé, c'est bon. Je prends les courants. Et c'est comme ça que je voyage en fait et que je photographie. C'est-à-dire que si le bus est en panne et puis qu'on me dit qu'il faut aller dans une autre ville, bah je vais dans l'autre ville. Et puis si je peux pas entrer au Turkménistan, bah c'est pas grave, j'irai en Iran, puis ça sera très bien. Serge, c'est un avion à moteur, donc il sait toujours où il va, il se laisse pas tellement influencer par les vents. Par contre, il faut décoller. Quand on est un planeur, on décolle jamais. Il faut un avion pour nous faire décoller. Et lui, c'était mon avion. Enfin, vraiment, c'est la locomotive qui m'a sorti de ma torpeur en réalité, Serge. Et il m'a dit, et donc on fait ça. Et en fait, vraiment, pour Serge, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Donc il est là, il me dit, mais tu filmes. Puis moi, je viens d'une école d'art dans laquelle il y a une section cinéma, et c'est 6 ans de formation. 6 ans de formation avant de faire le premier court-métrage, enfin, en tout cas à l'époque. Hein. Et c'est tout un truc le cinéma. C'est moi moi je me rappelle que j'avais des discussions à l'époque parce que j'avais toujours envie de faire du cinéma. Et la première chose qu'on me disait dans cette école, c'était je disais mais ce serait super une histoire comme ça machin. Je me disais attention. On commence par faire attention. Alors d'abord, quelle histoire, comment, quel acteur, quelle caméra, quel angle, quel objectif de caméra. Moi, mon vieux 2, il faisait des photos, mais j'avais jamais réfléchi à l'angle qu'il avait, en fait. Et donc, il y avait un décalage extraordinaire. Et c'est ces espèces de déclics dans la tête. Bon, là où Serge, il me dit, tu vas être cinéaste, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut une caméra, va acheter ta caméra. Ok, bon, il te faut une caméra, une carte de visite, en gros, pour être cinéaste. Et puis hop, tac, en 10 minutes, c'est plié. Et ça, c'est Serge et Paolo. Ils sont comme ça, en fait. Ils m'ont beaucoup aidé pour ça. Justement, ça donne au film un petit côté buddy movie quand même. C'est-à-dire, toi, t'es le mec normal auquel on peut s'identifier, parce que je veux dire, personne de normalement constitué ne va en Afghanistan volontairement comme ça. Enfin, je veux dire, il faut des Serge, il faut des Paolo pour aller dans des pays comme ça, mais c'est des fous d'aller oui. voir ça. Et donc toi, tu es un peu cette encre à laquelle on peut se raccrocher, nous, gens normaux, qui suit
ces deux dingues en fait qui vont vivre un truc incroyable. On va parler un petit peu plus loin de certains événements du film, et même moi, juste devant mon écran, j'avais des sueurs froides de les voir faire certaines conneries, quoi. Et tu le dis bien. Après, là, par exemple, enfin, je peux donner cet exemple-là, mais Paolo veut se rapprocher d'un champ de mine pour faire des photos, ce que personne de normal ne va faire. Serge va chez un chef de guerre qui est réputé pour être un peu un tyran sanguinaire, entouré de gardes armés, il le provoque, quoi, chez lui. Et toi, on te voit, enfin, on sent à travers ta captation et ta manière de raconter l'histoire que c'est pas un truc normal. Toi, t'es vraiment le type qui vit ça. T'es nous, en fait. Enfin, nous, on est toi, en fait, quand on regarde le film. Oui, absolument. Cela dit, moi, je regarde des journalistes qui font bien leur job, en fait. Et les journalistes font ce job-là. Le journaliste, il n'est pas là pour passer des bonnes vacances. Il est là pour chercher des informations et aller les chercher même quand les gens ne veulent pas les donner. C'est-à-dire quand les bad guys ne veulent pas les donner, ils vont les chercher un peu sur leur terrain. Les bons journalistes, ce n'est pas des gens qui passent la pommade. Donc, en fait, il me semble fou, mais ces deux me semblent complètement fous, mais c'est aussi parce que moi, je ne connais rien au journalisme. En réalité, tous les journalistes font ça. Enfin, tous les journalistes et les photographes de guerre, ils font des trucs bien pires. Moi, j'ai des copains qui sont en Ukraine, qui étaient en Syrie. C'est encore tout différent que ce que je montre dans ce voyage. Mais c'est vrai que moi, j'ai une trouille des champs de mines, et Paolo, il est très fier de traverser des immenses champs comme ça, en disant mais non, il n'y a pas de mine. Évidemment, il y a des cacas de lapins. S'il y a des lapins, il n'y a pas de mine, c'est clair. Et il fait un peu le malin, mais en réalité, il n'y avait pas de champ de mine. Donc, en fait, dans le fond, il avait quand même raison. Puisque sinon, il ne serait pas revenu à la voiture. Oui, il ne prendrait pas le même risque s'il est sûr qu'il y a des mines, quoi. Ouais, exactement. Enfin, je sais pas. On sait jamais, en fait. Parfois, moi, je me disais, s'ils pouvaient juste être un petit peu blessés tous les deux, mais pas grièvement, mais juste pour qu'ils acceptent la notion de risque, en fait, qu'ils se disent, vous voyez, la rivière Boom, ça me donne un peu raison. C'est-à-dire que c'est la seule fois où ils maîtrisent plus, en fait, vraiment la chose. Enfin, oui, en tout cas, ils peuvent plus prétendre qu'ils maîtrisent. En fait. Ouais, ils ont perdu totalement le contrôle du truc. Ouais. Il y a un aspect quand même du film, et ça m'a vachement surpris que tu connaisses pas forcément le terme de un côté vlog avant l'heure dans ton film. J'avais l'impression, moi en le regardant, que tu avais intégré ces références-là modernes des youtubeurs qui filment leur quotidien avec une petite caméra et qui le diffusent ou qui se font, tu sais, t'as ces mecs qui vivent en van, qui vivent une aventure, qui la filment de la même manière que tu l'as filmé en fait, et qui la montent et qui la partagent sur YouTube dans des vidéos de 7 à 20 minutes. T'as globalement tous ces codes, sauf que toi, t'as filmé ça en 2002. Tu l'as monté beaucoup plus récemment, mais tu l'as quand même filmé en 2002. Et j'avais l'impression en fait que quelque part, t'avais récupéré ces codes-là pour que les gens aient des repères dans ton film, et c'est très surprenant en fait de réaliser que tu savais pas réellement ce que c'était qu'un vlog. Du coup, comment tu l'as construit, dans quelle optique t'as construit ce film? Alors, c'est assez simple, et je pense que c'est la même démarche que les vlogueurs, puisque j'imagine qu'on les appelle comme ça. C'est que, en fait, quand on ne sait pas raconter l'histoire, il y a un truc très simple, c'est de se mettre à table et de raconter l'histoire à 3 personnes en face de soi. Ça, c'est le plus efficace en termes scénaristiques. On est coincé dans un truc, un scénario. Alors, au lieu de gratter du papier, on dit, bon, écoutez, on était là. Il y avait un orage, il y avait des loups, il y avait des talibans, et on était coincé dans la voiture. Voilà, bon, en gros. Et tout d'un coup, c'est une manière très simple qui fonctionne très simplement, en fait. Voilà. Et c'est la magie de la voix off, en fait. On dit toujours que la voix off, c'est une béquille, et c'est la réalité. C'est que moi, j'aurais pas pu raconter ce voyage sans une voix off, sans un narrateur qui explique les choses. Et moi, j'ai pas suivi la mode des vlogueurs, mais j'ai vu Bref. Bref, c'est un mec qui raconte sa vie comme ça, en fait. Tous les codes sont là. Et même Amélie Poulain, c'est aussi un peu ça. Enfin, je veux dire, elle raconte sa vie, c'est très drôle, c'est très. Donc, moi, j'aime bien cette manière de faire parce qu'elle est simple et qu'on la maîtrise. C'est-à-dire qu'on la maîtrise tout de suite sur la table. C'est très simple. Il faut un micro et une photo. Et parce que
plus on ajoute à la complexité. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai travaillé avec un monteur qui était génial, qui s'appelle Kevin Schlosser, et qui faisait tout en direct. C'est-à-dire que je lui disais, là, j'aimerais une flèche et j'aimerais un petit ding, tu vois, juste pour le rythme. Et il me disait, oui, bah, normalement, c'est une équipe c'est en post-prod, on fait des animations, on met des images. Mais nous, on a construit le film comme ça, en fait. Donc, je disais, et lui, il les mettait tout de suite. Il disait, ouais, bah, normalement, on n'est pas formé pour ça, mais bon, je vais te faire ça, je vais te faire ça, je vais te trouver une petite musique. Et donc, on arrivait très vite au produit fini, en fait. Cette simplicité, elle permet de voir si ça marche ou pas. Et donc, souvent, ça se joue à une seconde. Est-ce que l'image qui va suivre marche ou pas? Est-ce que la phrase est bonne? Est-ce qu'on peut la changer? On change la voix off. Donc, c'est une manière de travailler sur une petite table, en gros, avec peu de moyens. Et moi, j'aime beaucoup, ce que j'aime, c'est l'économie de moyens et puis la force du résultat. C'est-à-dire qu'on attrape les gens par le col. C'est la méthode américaine. Il ne faut pas les lâcher, en fait, dans le film. Il faut pas... Moi, j'arrive pas à faire raconter les images seules, en fait. Moi, j'ai pas du tout mes photos sont pas faites pour ça. C'est pas un documentaire contemplatif, en fait. C'est vraiment un récit qui est illustré en images, mon film. Donc, j'imagine que les vlogueurs, c'est pareil. On est chez soi, on n'a pas une équipe derrière, on n'a pas des comédiens, on n'est pas des acteurs. Et on parle à des gens. On parle à enfin, c'est super comme méthode, parce que si c'est pas bien, bah, les gens après ils écoutent plus. Donc, le vlogueur, il est obligé de travailler en permanence dans son cerveau tous les jours en disant bon, si je leur raconte ça, ça va pas du tout les intéresser, mais ça c'est marrant, si je le tourne comme ça va être drôle. Et c'est ça, je pense que la force des vlogs. Donc la magie est dans la réalisation plus que dans la captation, en fait. Ouais, oui. Comment on raconte l'histoire? C'est Freddy Buach, le fondateur de la Cinémathèque suisse, la deuxième cinémathèque au monde, après celle de Langlois, après la Cinémathèque française, qui disait le cinéma, c'est un peu toujours les mêmes histoires, mais la différence, c'est comment on va raconter ces histoires, en fait. Ouais. Et c'est vrai que la manière de raconter, c'est très important. Et moi, mes images, elles sont jamais... D'ailleurs, mes images vidéo sont largement pas assez fortes pour qu'elles tiennent toutes seules et puis on comprenne tout, en fait. Si on n'est pas dans ma tête, on comprend pas, en fait. Donc voilà. Donc oui, je comprends bien ce que tu dis, et je pense que c'est simplement le dilettantisme et l'économie de moyens, en fait, qui fait le rapprochement. Mais c'est un ensemble, en fait. Et il faut un peu de tout pour que ça fonctionne. Alors la grande partie suivante que j'avais prévue, c'est de parler photo. On est quand même un podcast orienté photographie, et je voulais parler photo dans cette espèce d'opposition que tu as avec Paolo tout au long du film. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Toi, tu es le photographe amateur avec ton petit Olympus Miu 2. Lui, c'est le reporter de guerre de la fin des années 90. Le 2002, en photo, c'est un peu un tournant, c'est-à-dire que c'est un petit peu les derniers grands reportages à l'argentique. Il y a déjà le numérique qui commence à arriver. Le monde va changer pas longtemps après ton film, en réalité pas longtemps après ce que vous avez vécu en Afghanistan. Et Paolo, c'est un peu l'archétype du reporter de guerre de cette époque dans le film. Il bosse au Hasselblad avec un flash. Pour moi, le Hasselblad sur ce genre de trip, c'est pas un choix logique, mais bon, encore une fois, j'étais pas dans sa peau à l'époque. Moi, c'est le genre de truc que j'aurais plutôt fait avec un petit appareil, voilà. Mais je comprends ce qu'il cherchait, je comprends sa réflexion derrière. C'est quelqu'un qui va faire tout en noir et blanc, parce qu'à l'époque, les journaux, je pense, ne sont qu'en noir et blanc. Il va faire un cadrage très léché. C'est vraiment le pro dans toute sa splendeur, qui fait la gueule, d'ailleurs, quand il te voit débarquer avec le titre de photographe. Et ça peut nous amener à nous poser une question déjà... qui était probablement déjà d'actualité à l'époque. C'est quoi un photographe? Aujourd'hui, on a plein de débats sur qui est un vrai photographe ou pas. Mais c'est quoi un photographe, en fait, à l'époque? Est-ce que c'est Paolo? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est les deux? Déjà, Paolo, c'est pas le prototype de photographe de guerre. Il veut être photographe de guerre. Il commence sa carrière de photographe de guerre. Il n'a pas encore une carrière derrière lui. Ouais. Donc, il commence. Et Paolo, il a une trajectoire intéressante parce que il a fait des études d'histoire de l'art à Florence et il avait son labo de photo à Florence. Donc, il développait pour des grands photographes. Il avait le meilleur labo de photo noir-blanc, peut-être même couleur, je ne me rappelle plus, mais enfin, il avait son labo. Et un jour, il a dit, moi, j'aimerais faire de la photo. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été très curieux de toutes les formes de photographie. C'est pas d'être quelqu'un d'obtus, c'est lui qui m'apprend tout. Moi, je sais rien. Moi, quand je rencontre Paolo,
Et quand on rentre d'Afghanistan, je fais le malin, et puis je parle de photographie, et je dis ah, mais lui, Paolo, c'est Frank Cappa, tu sais, Frank Cappa, le grand photographe. Mais oui, Frank Cappa, bien fameux, sûr, ouais. bien sûr. Et puis un jour, il me dit, tu sais, c'est pas Frank Cappa, c'est Robert Cappa. Et donc moi, je connais rien au nom de la photographie, à l'histoire de la photographie. Je connais les photos d'Ella Maillard, je sais que Cindy Sherman existe. On m'a parlé de Dorothée Allang à l'école d'art, mais j'ai pas du tout cette culture. Et lui, il a une immense culture de par ses études d'histoire de l'art et par sa curiosité. Donc, et d'ailleurs, sa photo va énormément évoluer. Là, c'est le moment où il veut prendre une place. Il veut prendre une place dans le monde de la photo. Donc, il est obligé de suivre les codes et les codes des journaux. Et non seulement il a un Hasselblad, mais il a un Rolleiflex aussi. Et donc, il a ces deux appareils. Et en fait, ça donne des photos assez intéressantes. Moi, je trouve que c'était un bon choix, en fait, pour ce C'est pas un voyage. choix évident, c'est-à-dire, parce que quand je dis ça, Oui, mais il y a un côté, enfin, comme ça. Puis, on pourrait parler de photographie sur le choix de l'appareil, mais moi, j'avais mon labo de photo. Je me suis acheté pour 200 balles un vieux Durst, et à 15 ans, je développais des photos dans mon garage. Et parce que c'était magique. C'est-à-dire que, comme les premiers Méliès, il a commencé, les premiers cinéastes, Méliès, à Paris, il commence dans un théâtre de magie. Les premiers projecteurs qui sont achetés, c'est par des théâtres de magiciens, parce que ils vont projeter des fantômes, c'est des trucages comme ça, et le cinéma permet ça. Et la photographie, c'est quelque chose de magique. Ça apparaît dans un tiroir, il y a des champignons, enfin, la première photo. Ce côté, on va développer dans notre laboratoire on est comme des sorciers, des magiciens. On va dans le laboratoire, on met des produits, la photo apparaît. Enfin, c'est extraordinaire. Ouais. Si on ouvre la porte, elle disparaît, elle devient Ouais. toute noire. Enfin, je trouve que ce côté magicien, il est très fort dans la photographie. C'est-à-dire on capte quelque chose, mais il faut toute une série de formules magiques pour qu'ensuite on arrive à une photo. Et c'est un voyage où on fait des photos sans savoir absolument ce qu'on aura à la fin. C'est-à-dire qu'on met 3 mois avant de voir nos photos en réalité. On a nos rouleaux dans le sac. Si on nous pique notre sac, on n'a plus de photos. Et ça, c'était quelque chose de génial, en fait. La discussion sur argentique, la qualité de la photographie, c'est pas un truc qui m'intéresse, en fait. Les photos de Capa, elles sont épouvantablement pleines de grains et tout, et elles fonctionnent très, très bien. Mais par contre, ce côté... on les voit pas tout de suite, c'est pas mal en fait. Enfin, je veux dire, ça rendait la photo plus intéressante, et puis ça donnait un pouvoir au photographe, qui était celui du magicien en fait. C'est nous qui maîtrisions la formule magique en fait. Et il y avait les papiers Ilford et tout. Donc, on photographiait les deux en argentique en réalité, Paolo et moi. Et cette opposition, je la mets en scène dans le film parce qu'elle est drôle au début. En réalité, Paolo, il était très fâché de me voir, mais il ne l'a pas montré, en fait. Et assez rapidement, d'ailleurs, dans le film, assez rapidement, on devient très, très proche. Et il me pousse, il me lance dans le monde de la photographie, il m'encourage. Enfin, bref, Paolo, ça a été vraiment un parrain dans le monde de la photographie pour moi, en fait. C'est vraiment celui qui s'est intéressé à mes images en premier, en fait. Donc, c'est pas quelqu'un d'obtus, mais il y a ce côté drôle et c'est vrai que ça le libère, en fait, de voir que je fais autre chose. Ça le libère. Parce qu'en fait, il est dans un monde de compétition et moi, je suis pas dans la compétition, en fait. Moi, je suis pas dans la même ligue. Je te dis ça pourquoi ? Parce que, en fait, aujourd'hui, moi, je travaille en tant que photographe sur des événements. Et aujourd'hui, par exemple, sur un mariage, je vois arriver un deuxième photographe ou je vois arriver quelqu'un avec son appareil photo. J'ai la même réaction que Paolo. En fait, si tu veux, enfin, c'était il y a 22 ans, mais c'est toujours la même chose. Moi, tu me fais arriver la cousine qui me dit je suis photographe, elle a son appareil. Des fois, ils ont un appareil plus gros que moi. Et moi, j'ai des boules de voir arriver quelqu'un comme ça, tu vois. Et je comprends sa réaction, en fait. Après, tu te détends, mais t'as toujours, on a tous la même réaction, je pense. Oui, et en réalité, le monde des photographes, c'est un monde très solitaire. Moi, j'aime aller à Arles. Pendant 20 ans, on allait à Arles. Et moi, j'allais à Arles
pour voir les expos, bien sûr, mais surtout pour voir les photographes. Parce que c'est le seul moment où on se retrouve, en fait. Et on est là et on se parle. Mais après, ces gens, ils partent. Ils partent 6 mois au Guatemala, ils disparaissent et ils travaillent seuls, en fait. Et c'est vrai que moi, j'aime pas travailler seul. Et Riverboom, qui est le collectif qu'on a fondé il y a 20 ans, c'était un travail d'équipe. C'est-à-dire que je travaillais avec Paolo, avec Serge, avec Gabriele, avec Eduardo, qui nous ont rejoints dans le collectif, qui avaient été les élèves de Paolo au studio Marangoni à Florence. Cette manière de travailler ensemble, c'est très rare en fait. Je me suis rendu compte. C'est-à-dire que nous, quand on arrivait à Arles, on était une équipe, quoi. On faisait une bouffe, on était. Et puis après, il y avait des photographes. Alors il y a bien sûr les agences. Mais les agences, c'est des grandes équipes, mais chacun travaille quand même de manière individuelle. Et c'est vrai que cette méfiance, elle existe en fait. C'est vrai, c'est des loups solitaires en général, les photographes. Mais c'est assez marrant. Après, il y avait une autre opposition entre Paolo et toi, c'est que donc lui est là pour le journal, donc avec tous les codes du journal, le noir et blanc, les cadrages qui sont très recherchés. Il a même son flash et tout. Enfin, il prend vraiment le temps. De toute façon, avec un Hasselblad, t'as pas le choix, tu prends ton temps. Toi, du coup, t'es avec ton petit point and shoot et tu fais des choses assez simples, en fait. C'est ce qui est devant toi. Il y a une phrase de Meyerowitz qui dit « Photograph what makes you stop ». Donc, littéralement, c'est ce que tu fais. Tu vois quelque chose qui t'arrête et tu t'arrêtes et tu le prends en photographie. T'as un Olympus Miu 2 pour les gens qui savent pas ce que c'est. C'est peut-être aujourd'hui l'iPhone, quoi, l'équivalent de l'iPhone en fait en termes de photographie facile. C'est-à-dire c'est un appareil, t'as pas de réglage. Tu mets ta péloche, tu pointes, tu fais ta mise au point et tu prends des photos rapides, des snapshots. Et en fait, tu photographies un peu tout ce que Paolo ignore. J'aime bien cette approche, c'est-à-dire que t'as trouvé un moyen d'être complémentaire de lui. Parce que lui va s'intéresser au grand sujet et toi tu vas faire toutes les petites choses, donc les taxis, les poteaux, la bouffe, tous les machins qui n'ont pas de sens séparément mais donc accumulés en prennent un. Donc c'est ce que t'expliquais tout à l'heure en fait. Tu accumules des mots en fait et tu vois après comment les connecter, c'est ça? Ouais, exactement. Moi, c'est comme dans Lucky Luke. Il arrive dans une ville et puis ils disent attention, étranger ici, on pend d'abord, on juge après. Moi, les photos d'abord, je les prends, puis ensuite je les découvre. Et ensuite, je me demande où je vais les placer dans l'histoire, en fait. Mais parce que je suis pas un bon cadreur, je suis pas un bon, je sais pas bien prendre des portraits et quand je réfléchis, je sais pas bien prendre des photos en fait. Donc moins je réfléchis avant la photo, mieux ça vaut. D'accord. Et plus je réfléchis après. Pour moi, elle a une vie après la photo. C'est-à-dire que je vais la mettre en scène avec d'autres photos. Je vais la faire vivre avec une autre photo. Quand on a fait le livre Switzerland versus the World, on a fait des guides de voyage sur plein de pays, sur l'Afghanistan, sur la Chine, sur le pôle Nord. Et tout d'un coup, on est rentré en Suisse, et on s'est dit, c'est fou parce qu'en Suisse, il y a aussi les mêmes barbus qu'en Afghanistan, il y a les mêmes, et ils ont le même regard. Et donc, tout d'un coup, mes photos, elles avaient un sens parce que je faisais des paires comme ça. C'était une espèce de concours de barbe ou de moustache, voilà, et de plein de choses. Donc oui, moi, je réfléchis pas beaucoup avant de prendre la photo. La seule réflexion que j'ai, c'est je pense qu'il faut la faire. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, je pense que ça vaut la peine de prendre cette photo. Et donc, par contre, je suis pas un paparazzi. C'est-à-dire que en Afghanistan, j'ai jamais photographié des gens qui voulaient pas être photographiés. Donc, il y a toujours un temps d'avance. On s'approche de quelqu'un, on lui montre l'appareil, il pose et on le prend en photo. Mais pour le reste, pour les objets, c'est vrai que j'étais un paparazzi d'objets, quoi, que je photographiais tout ce qu'il y avait autour de moi pour documenter, en fait. Et la réflexion, elle vient après, quoi. C'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, j'ai noté ensuite, au final, ton reportage photo n'est pas moins valide que le sien, il est juste différent. Et ça marche aussi grâce à ton humour parce qu'il y a toujours un truc sous-jacent. C'est jamais de la photo au hasard et du coup, c'est dans ton regard en fait que la photo elle prend vie. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin d'être parfaite techniquement ou c'est vraiment tes associations d'objets, de barbes, de tanks, enfin les canons en Afghanistan contre les canons en Suisse, toutes ces choses-là en fait. Enfin, je veux dire, c'est Oui, littéralement un regard. C'est pas tout le monde oui, qui voit ça. quand je fais des séries, je dis toujours oui, moi, il me faut
c'est comme une équipe de foot, il faut qu'il y en ait qui soient bons en défense, il y en ait bons en attaque, enfin, il faut plusieurs qualités. Ou dans un film, il faut pas seulement un jeune premier, mais il faut les méchants, les moches, les petits, les gros, Les seconds rôles. les seconds rôles et les figurants. Donc oui, le fait de photographier, de grouper par équipe, en fait, c'est venu simplement du fait que le Miu 2 a cette qualité extraordinaire, c'est qu'il fait toujours exactement 36 photos. Et ça, pour le classement des photos, c'est merveilleux, parce que c'est une planche de 6x6. Et parce que quand on en a 37, 35, 32, enfin, il y a des appareils et des appareils plus chers qui font parfois, ils prennent toute la péloche. Donc, quand il reste une ou deux places de plus, ils les font. Et donc, moi, j'ai d'abord pris mes photos en planche de 36, puis ensuite, ce cadre de 6x6, ça m'a servi pour les grouper. Parce que comme j'avais 6500 photos d'Afghanistan, j'avais 6500 photos, 10-15 sur ma table. Et donc, je me suis dit, bon, d'abord, je les ai tamponnés comme ça pour que au dos de la photo apparaisse toujours le numéro du négatif. Ouais. Donc, c'est un gros travail de numérotation. Et ensuite, quand j'ai eu ça, je pouvais jouer avec mes photos. Et je faisais des compositions. Je racontais des histoires, ou alors je faisais des familles. Alors le truc le plus con, c'est les familles. C'est des collectionneurs de percules de crème à café. Comme si c'est marrant, tous les taxis ensemble, c'est pas mal, ils sont tous jaunes, c'est marrant, ça raconte quelque chose. Un pays, c'est marrant, mais l'Afghanistan, c'est quand même, c'est le pays qui a le plus de dialectes. Il y a déjà 3 langues. Il y a, bref, c'est un pays qui est fonctionné de manière morcelée, qui a connu des guerres civiles, qui s'est jamais entendu, qui a jamais eu vraiment un chef. Et ils sont OK pour que tous les taxis soient jaunes. C'est génial. En Suisse, on passe d'une ville, déjà c'est petit la Suisse, mais quand on change de ville, les taxis changent de couleur. Et moi, ça m'a toujours horripilé de voir mais pourquoi ils n'ont pas des. Alors qu'en Afghanistan, ils se sont mis d'accord, au moins là-dessus, ils se sont mis d'accord. Et j'aime bien raconter ça, par exemple, ou alors en Iran, c'est que toutes les les voitures que je photographiais, c'est les Pécan, qui est la voiture, c'est la Trabant iranienne en gros. Et je faisais des séries de ces pécanes. Le fait de les collectionner, c'est super. Quand on devient collectionneur tout d'un coup, toutes les variations sont super. La pécane police, il y a la pécane pick-up, il y a la pécane ambulance, il y a la pécane pick-up camping-car. Enfin, et du coup, moi, j'adorais collectionner ces pécanes. Et ces pécanes, elles ont eu un succès monstrueux en Iran parce que les Iraniens, ça raconte une histoire de l'Iran. C'est 50 ans d'automobile. Ils ont vécu dans ces voitures. Ils sont mariés dans ces voitures. Ils ont été arrêtés dans ces voitures. Ils sont allés à l'hôpital dans ces voitures. Ils sont partis en vacances dans ces voitures. Bon. Et donc, malgré moi, par accident, ça raconte quelque chose. Mais oui, moi j'ai toujours, mais c'était pour paraître plus malin que les autres, mais je disais toujours, moi, on dit toujours, dans mon école, on disait toujours la qualité avant la quantité. Moi je disais, mais la quantité avant la qualité. C'est-à-dire que c'est la quantité d'images qui va raconter l'histoire, en fait. Et donc, voilà. Évidemment que j'avais toujours ma plus belle pécane, ou ma plus belle barbe, mais je les aime toutes en fait, c'est tous mes enfants. Et donc, oui, l'aspect d'accumuler les images et de les faire fonctionner entre elles, ça m'a permis d'être complètement libre en fait. Ça m'a beaucoup libéré en fait, cette approche-là. Et c'est vraiment en Afghanistan qu'elle a explosé parce qu'il y avait tellement de choses à photographier. C'est devenu une signature en fait et une manière d'exprimer ton regard en tout cas. Et c'est voilà, enfin en tout cas ce que je me suis dit moi en regardant le film, c'est que ton reportage photo vraiment tenait la route en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire au départ où tu dis j'arrive vraiment en dilettante avec mon appareil photo de poche, en fait ça tient la route et c'est impressionnant parce qu'en fait c'est assez moderne en fait si on prend les critères d'aujourd'hui, c'est un petit peu la manière de faire la photo. À l'époque tu faisais pas 6500 photos sur un voyage parce que ça coûtait une fortune. En réalité, maintenant les gens, enfin je veux dire, moi je fais un événement, je fais 6500 photos, donc c'est pas de 4 heures. Ça coûtait, mais ça coûtait pas si cher que ça en fait, 6500 photos, parce que moi je les faisais développer dans ces labos, on envoyait dans des pochettes, puis il y avait toujours des promotions, 2 pour 3 ou 1 pour 2, on vous offre le scan gratuit, et en fait ça m'avait coûté quelque chose comme 2 ou 3 000 euros de développer tout ça. Ce qui était le prix que j'aurais mis dans un Hasselblad, en fait, à l'époque. Donc moi, au lieu de mettre le prix dans l'appareil photo, je l'ai mis dans le développement. Mais, ouais, je me rappelle plus quelle était la question. Maintenant, la question, c'est que c'est assez moderne parce qu'on faisait pas 6500 photos oui, comme ça à l'époque. Oui.
Oui, je sais pas en fait, peut-être oui, que c'était moderne, mais c'était surtout, du dilettantisme au sens propre du terme. Moi, une de mes inspirations, c'est Cocteau. Jean Cocteau, c'est donc ce poète, cinéaste extraordinaire, qui a traversé le XXe siècle et qui a fait des films en dilettante, c'est-à-dire qui a inventé des choses au cinéma, des, des, La Belle et la Bête, c'est extraordinaire. Enfin, on ne sait pas comment il l'a fabriqué, mais et lui, quand on l'interviewe, il dit toujours, moi, je me suis battu toute ma vie pour être un dilettante en cinéma, au cinéma, parce que c'est ça ma liberté en fait. C'est-à-dire que et c'est vrai que moi, par exemple, pour ce qui est de la typographie et du graphisme, j'étais tellement bien formé, j'avais des profs tellement extraordinaires que j'étais complètement prisonnier, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi, encore maintenant, si je mets un titre, je me dis, qu'est-ce qu'on va penser mon professeur de graphisme? Qu'est-ce que Monsieur Hott ou Monsieur Rappo vont me dire? Qui étaient des profs extraordinaires, vraiment extraordinaires, et qui m'ont ouvert les yeux sur plein de choses, mais moi-même, c'était ma prison, en fait. Je voulais tellement bien faire que. Et donc, quand je connais pas les codes, et comme maintenant dans le cinéma, c'est un documentaire cinéma, en fait. Moi, je suis un fan de fiction, de cinéma, bien sûr, même si j'ai aucune formation en cinéma, mais je connais rien au documentaire. Et donc, pour moi, le dilettantisme, c'est une forme de liberté. Dilettantisme, mais il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on est quand même là pour raconter une histoire. Donc, à la fin, il faut quand même s'arranger pour que ça marche, quoi. On ne peut pas juste dire oui, j'ai fait une photo, faites-en ce que vous voulez. Si vous ne comprenez pas, vous êtes idiot. Non, non, si vous ne comprenez pas, c'est moi qui suis idiot, donc je vais reformuler mon histoire. C'est intéressant, ça te donne une certaine liberté. En fait, c'est un peu ce côté, ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. En fait, c'est que comme t'as pas les règles, comme t'as pas les codes, finalement, ça te laisse la liberté de faire ce que tu as envie de faire sans te soucier de est-ce que c'est accepté. Oui, moi je veux faire bien. Moi je suis un petit frère. J'ai toujours fait ce que me disaient mes parents. J'ai jamais été un rentre dedans. J'ai jamais été celui qui prenait des initiatives à l'école pour faire des bêtises. Enfin, j'ai toujours été le, le bon petit soldat en fait. Je veux bien faire. Je veux pas fâcher les gens. Et donc mes profs, j'ai toujours envie de leur faire plaisir, bien sûr. Et donc, le fait d'être dans un monde où j'ai pas de prof, où j'ai personne à qui enfin, j'ai pas de règles que je dois suivre, ben, tout d'un coup, ça me permet de trouver les miennes, en fait. J'étais incapable de le faire dans les circonstances de ma formation de base, en fait. Ouais, mais là, tu l'as trouvé. La troisième grande partie de l'interview, c'était le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose que la plupart des photographes connaissent à un moment ou à un autre de leur carrière dans des degrés différents. Et je trouve que c'est intéressant justement cette histoire de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'au départ, on n'est même pas dans le syndrome en vrai. T'es un vrai imposteur au début du film. T'es venu conduire avec Serge déguisé en photographe parce qu'il fallait que tu rentres dans le pays avec un alibi, et t'es coincé avec lui parce qu'il n'y a pas d'avion de retour en fait. Et du coup, bah, tu te retrouves la minute d'après avec ta caméra que t'as achetée au marché, ta fausse carte de visite de la TSR, et tout d'un coup, t'es caméraman. Et enfin, je veux dire, on fait pas plus faux que ça, que d'avoir des fausses cartes de visite et de démarrer comme ça. Et la question que je me pose, c'est est-ce que au départ, ça t'a occupé l'esprit? Est-ce que tu y as pensé autrement que, par exemple, il y a un moment dans le film où tu es chez un chef de guerre et tu es en train de filmer et tout le monde te regarde un peu bizarre et tu te dis, je suis grillé en fait. Mais est-ce qu'au-delà de ça, tu as eu cette impression mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je devrais être chez moi et j'ai rien à foutre avec une caméra en Afghanistan. Est-ce que ça s'est posé, ou est-ce que tu te dis, bah, allons-y, profitons-en, quoi? Ce qui était drôle, ce qui était drôle et idiot à la fois, c'est que j'étais un imposteur, un caméraman imposteur, dans le pays où on se méfie le plus des caméras imposteurs. Parce que le commandant Massoud a été assassiné par un caméraman qui était en fait un taliban déguisé en caméraman et qui avait mis une bombe dans sa caméra. Et c'est un classique des assassinats en Afghanistan, c'est que pour accéder au grand chef, eh bien, on envoie des caméramans et ils se font péter. Donc, il y avait un côté comique
à ce que moi j'étais vraiment un imposteur, mais j'avais pas une bombe de caméra, mais il fallait vraiment que je montre, et c'est pour ça qu'il y a plein de parties qui sont filmées. Par exemple, la fouille, quand on arrive chez Dassault, elle est filmée intégralement, parce qu'en fait, ils exigent qu'on ouvre la caméra, qu'on mette une cassette dans la caméra, qu'on mette la batterie et qu'on commence à filmer et qu'on monte les images. Et comme c'était une petite caméra, il n'y avait vraiment pas la place pour une bombe, donc ils n'avaient pas besoin de démonter la caméra. Donc ça, c'était drôle parce que j'étais l'imposteur là où il fallait pas l'être, parce qu'on peut être en France, on prend une caméra vidéo, on dit je suis caméraman, au pire on se moque de nous. Mais là, c'était vraiment pas le cas. Moi, c'est marrant, mais pendant ce voyage, moi, j'ai pas du tout eu l'impression d'être un imposteur. On se sentait bien. Enfin, je sais pas, d'abord, il y avait énormément d'Occidentaux à Kaboul. Hein. Il y avait tout le temps était là, il y avait toutes les nationalités, toute l'ONU était là, tous les journalistes du monde entier étaient là. Donc, c'est pas que j'étais allé seul en Afghanistan. On s'est retrouvé seul parce qu'on est parti sur ces petites routes, en fait, et on s'est vraiment éloigné de Kaboul et des grandes villes. Mais il y avait tellement de choses qui se passaient. Il y a tellement de choses dingues qui nous sautaient aux yeux, qui se passaient autour de nous, qu'en fait, moi, j'ai pas du tout eu le temps de me dire que j'étais un imposteur. Moi, j'ai vécu ce voyage, c'était comme nager dans un océan de choses intéressantes. C'était intense, on travaillait 14 heures par jour, c'est des staccanovistes, hein. Serge et Paolo, c'est pas des mecs qui aiment s'arrêter pour boire le thé, quoi. C'est les protestants, je me moque un peu d'eux parce que c'est les protestants, parce que le travail c'est bien, donc traverser un champ de mine c'est bien, mais prendre un dessert c'est la catastrophe, quoi, parce qu'on perd du temps, on perd de l'argent, enfin cet argent on pourrait le mettre dans l'achat d'un livre de poésie, apprendre un peu plus sur le pays, enfin voilà, donc on était épuisés pendant ce voyage, et moi j'ai pas eu le temps de réfléchir. Mais par contre, c'est quand j'étais face à d'autres occidentaux, évidemment, que se posait la question, et particulièrement à Kaboul, où je me rappelle que quand je suis arrivé et que j'ai sorti mon appareil de photo, les mecs, ils m'ont regardé comme si j'étais un débile mental. C'était une conférence de presse, les photos, puis les journalistes qui étaient là, ils me regardaient, vraiment, mais il n'y avait même pas du mépris, c'était mais qu'est-ce que tu fous là, c'est de la sidération, quoi. C'était, ouais, avec ce truc, quoi, avec ce machin. Et ça m'a beaucoup servi, ce machin, en fait. Enfin, c'était drôle parce que il y a ce truc, j'ai entendu tardivement ça, mais des photographes qui disaient le portrait, c'est une prise de pouvoir, il faut que l'appareil soit plus gros que la personne qu'on photographie. Il y a des photographes qui disent ça. Et donc, moi, j'ai toujours attiré la sympathie avec mon appareil. Les gens ils disent, mais c'est un appareil de photo, c'est vraiment très petit. Et le Miu 2, il est vraiment très petit, il est incurvé comme ça. Mais il a plein de qualités, à part ça. Il se sort facilement, il glisse comme ça, on peut le mettre dans la poche. Donc il tient dans la poche, il glisse, on le sort et clac, et il fait un petit bruit, clac, tit, et il est prêt à photographier. Une photo sur 10 out focus, qui est super, parce que c'est comme ça, laisse place à l'accident. Et par exemple, et il y a un timer. Et donc moi j'ai fait plein de photos, je ne les ai pas mises dans le film, mais je faisais plein de photos de moi avec des gens, en fait. Et donc je posais l'appareil de photo, puis j'avais pas compris, j'ai compris ça évidemment 3 mois plus tard, que en fait, toutes ces photos ont été floues. Et la raison pour laquelle, c'est que je posais l'appareil devant moi, j'appuyais sur le bouton, le timer, mais là, il faisait le focus en avance sur mon nez, en fait. Et donc, après, je m'éloignais de 5 mètres, et puis toutes les photos étaient floues. Mais bon, tout ça, c'est des petits accidents qui étaient super. Donc, le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu à mon retour, parce que moi, j'étais pas photographe, j'avais pas de place dans le monde de la photographie, j'étais pas dans le monde du journalisme, je racontais des histoires qui étaient l'Afghanistan, et il y a des précarés comme ça. Je me rappelle d'ailleurs que c'est pas dans le film, mais on a une soirée avec une ONG, et là il y a une infirmière qui nous a dit, mais vous les journalistes, vous êtes des connards, vous allez dans des endroits où personne va, et puis après vous vous faites tuer, et puis après on peut plus y aller. Enfin bref, c'est pas simple les relations entre les gens. Il y a toujours une question de légitimité. Tout le monde est en train de dire, puis l'armée, est-ce qu'elle est légitime? Non, vous les soldats. Enfin bref. Nous, comme journalistes, on passait de l'un à l'autre, parce que les journalistes sont ceux qui font le lien entre tout ça, puisqu'ils peuvent aller partout. Mais j'ai mis du temps à prendre ma place en Suisse comme raconteur de voyage, en fait. Et c'est marrant parce que Nicolas Bouvier, qui est
cet écrivain suisse qui a écrit L'usage du monde, qui est un classique dans le monde du voyage, qui est un livre extraordinaire sur sa traversée de l'Iran, du Pakistan, voilà. Il fait un voyage en voiture dans les années 50. Et lui, il n'est rien en fait. Il a fait des études de lettres. Il veut écrire son livre. Il perd toutes ses notes pendant son voyage. Elles sont volées, mises à la poubelle dans un hôtel. Et il revient et il dit voilà, maintenant je suis retourné dans mon nougat social. C'est-à-dire que j'ai déjeuné avec des princes, j'ai mangé avec des mendiants, j'ai dormi sur le pont d'un bateau, j'ai traversé les déserts à pied. Hein. Puis je retourne en Suisse, puis je me retrouve dans mon nougat social. Et il met 10 ans à écrire son livre, L'usage du monde, qui va être un best-seller, mais au début, personne ne veut le publier parce que la littérature de voyage, ça n'intéresse personne à l'époque. Donc il le publie à compte d'auteur. Voilà. Donc quand on rentre de voyage, on est un peu un extraterrestre en fait. Et donc on essaye de retrouver une place. Et moi, grâce à Paolo, je l'ai trouvé dans le monde de la photographie. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors que je n'étais pas photographe, et je me sens toujours pas vraiment photographe en réalité, j'ai trouvé chez les photographes une espèce de fraternité qui m'a plu. Moi, j'aime les photographes, en fait. Presque plus que la photographie, en réalité. En fait, je préfère voir les photographes que les expos, même si les expos, bien sûr, je les vois. Mais je trouve que c'est des personnages intéressants. C'est un peu des personnages tragiques, comme ça. Ils sont investis d'une mission, puis ils la tiennent, quoi qu'il arrive. Et puis, c'est dur. On sait à quel point c'est dur. Et c'est devenu dur d'être photographe. C'est-à-dire qu'on est sous-payé, on est humilié en permanence. Mais ma nièce ferait mieux. Et puis voilà, est-ce que vous pouvez pas mettre des couleurs ou je sais pas. Et donc, et pourtant, moi j'adore. Pour moi, c'est comme des Colombo. C'est comme l'inspecteur Colombo. Le mec, il ressemble à rien avec son machin, mais il fait un travail très important en fait. Il est là parce que lui, vraiment, toute sa vie, c'est ça. Alors on lui raconte plein de trucs, il nous ennuie, il a sa voiture qui sent mauvais et tout, mais c'est important d'être là. Et moi j'aime cette espèce de mission. C'est tellement important d'être là pour photographier les choses en fait. Ça change tout qu'il y ait quelqu'un pour raconter l'histoire en fait. Et souvent, et de plus en plus, il y a même pas un journaliste, il y a un photographe en fait, qui doit en plus raconter l'histoire parce qu'il est tout seul là. Puis, et ça change tout quand il y a un témoin en fait, d'être témoin. En fait. Ma mère qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui était allemande, et vraiment toute sa vie, c'était il faut pas que ça se reproduise. Elle disait si tu vois une injustice dans la rue, moi j'étais enfant avec cours d'école. T'as pas besoin d'être John Wayne, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'arriver, d'être plus fort, de taper tous les méchants, puis de gagner, puis de sauver. Mais tu dois t'arrêter et regarder et dire aux agresseurs je suis témoin et je ne suis pas d'accord. Et c'est super en fait, c'est quelque chose de très important, simplement de do not walk away. C'est-à-dire que le photographe il est là et s'il y a un problème, contrairement à l'agence de tourisme ou au touriste qui va dire ah mais là ça chauffe un peu, je vais m'en éloigner. Le photographe il va dire je vais aller voir ce qui se passe et je vais essayer de comprendre. Et c'est moi qui vais essayer de comprendre parce que personne d'autre va essayer de comprendre. Voilà. Après bien sûr il y en a d'autres qui essaient de comprendre. Il y a le CICR, il y a des ONG, il y a des gens, mais le photographe, il fait partie de ce monde-là, en fait, et un peu partout, pas seulement sur les terrains de guerre, mais partout pour raconter les femmes battues, tout ce qui nous entoure et qu'on veut pas voir, en fait. Et donc, moi, je me suis attaché à ce monde-là, des photographes et des journalistes, d'ailleurs. Mais les photographes, ils sont encore plus solitaires, parce que les journalistes, ils ont en général des rédactions. Bon, Serge, il était freelance pendant longtemps, mais il y a des rédactions qui existent. Les photographes, ils sont là, ils reviennent après 3 mois de voyage, ils posent leurs photos. La rédaction dit c'est trop tard, c'est trop tôt, c'est trop grand, c'est trop petit, on l'a déjà fait. C'est difficile. Ouais. Ils ne le prennent pas, puis après ils te reprochent quand ils le voient chez les autres de ne pas leur avoir vendu à eux, quoi. Oui, je sais pas, mais voilà, et c'est attachant, les gens qui font un travail important avec peu de reconnaissance et peu de reconnaissance financière et publique en fait. Mais c'est important, et quand on sait qu'on est là, que c'est nous qui devons raconter l'histoire, et ben ça nous fait tenir. Voilà. Donc moi j'aime cette fraternité des photographes. Et donc je me sens pas un imposteur chez les photographes parce que j'ai l'impression que c'est des gens comme moi. Mais dans la photographie, dans l'histoire de la photographie, je me suis toujours senti un peu un imposteur par rapport à des grands photographes en fait. Mais alors justement, c'est un sujet qui va revenir un peu plus loin quand on va parler de storytelling. Mais du coup, ce démarrage, finalement, est-ce que ça t'a pas aidé à te construire pendant ce voyage, justement ? Ce côté y aller à fond, quoi qu'il arrive, finalement, ça a marché à la fin.
Ça t'a aidé à sortir de cette torpeur dont tu parlais au début. Ah, le démarrage, oui. Ouais. Le voyage en général, oui, oui. Alors là, je le raconte parce que c'est le voyage en Afghanistan, mais j'ai fait plein d'autres voyages. Et effectivement, moi, je viens d'un pays où c'est très difficile de partir, en fait. C'est comme sortir de la Suisse, mais peut-être pour plein d'autres gens de leur pays, c'est la même chose, mais c'est comme, faut sortir de l'orbite de la Terre, quoi. Il y a beaucoup d'énergie au début. Puis après, on peut voguer dans l'espace. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à partir. Et quand je suis parti, ben, déjà, ça m'a fait du bien de partir, mais les gens que j'ai rencontrés, ça m'a construit, Ouais. bien sûr. Tu serais pas ce que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas fait ce truc-là en particulier. C'est ça que je veux dire. Ah non, mais évidemment pas. Ouais, ouais. Et moi, je dis toujours, tout le monde était allé en Afghanistan pour sauver l'Afghanistan. Moi, c'est vraiment l'Afghanistan qui m'a sauvé. Enfin, je veux dire, la seule chose que je peux rendre, moi, il y a une des raisons qui a fait que j'ai voulu sortir ce film après 20 ans. J'avais retrouvé mes bandes, c'est une histoire qui m'intéressait, il y avait des producteurs qui me poussaient et tout. Mais au début, c'était pas un film très personnel que je racontais, en fait. Au début, c'était c'était deux mecs, c'était Serge et Paolo dans une voiture qui traverse l'Afghanistan. Donc, en gros, c'était l'Afghanistan avec deux mecs qui la racontent. Et j'avais vraiment envie de parler de ce pays, de ce qu'il m'avait montré, en fait, ce que j'avais vu dans ce pays en 2002, c'est-à-dire, c'était le pays du réveil, le pays de l'espoir, en fait. C'est le pays de la joie de vivre, enfin, pas de la joie de vivre, mais il y avait une espèce de puissance de cet espoir en 2002 que qu'on n'avait jamais vraiment, enfin, que j'avais pas revu raconter, en fait, parce que sur l'Afghanistan, on a toujours et de plus en plus favorisé les images, les histoires tragiques. Et moi, je lui devais ça à ce pays. On doit des choses comme photographe. On doit des choses aux gens qu'on photographie. On doit des choses aux pays qu'on visite, à nos voyages, aux gens qu'on côtoie. On est rempli de dettes, en fait. Déjà, tout ce qu'on photographie, c'est pas à nous. Donc voilà. Et donc, c'est une manière de le rendre aussi. Dire voilà, moi j'étais là, j'ai vu ça, je vais le montrer, en fait. Je vais vous mettre en scène, en fait. Vous avez pris la peine de vous mettre devant ma caméra, je vais le raconter. Donc, oui, pour moi, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu l'Iran aussi, où j'ai beaucoup appris. C'est des pays auxquels je reste très attaché, en fait. Parce que c'est des pays où je me suis construit, ouais. Alors, entre autres. Ouais. Ça va être l'occasion de basculer sur la quatrième grande partie de l'interview, qui est le storytelling. Je l'ai dit un petit peu plus haut, ça commence un peu comme un buddy movie en pleine guerre en Afghanistan. Et il y a un petit moment à la Kaiser Soze où on se rend compte qu'en fait, tout le film, c'est Claude qui grandit. C'est pas la guerre en Afghanistan, c'est pas Serge et Paolo, reporter en pleine guerre. C'est un peu le pays, mais c'est effectivement le pays ce qui t'a apporté. Mais au final, le film, il était autour de toi. Ouais, c'est Luc. Serge et Paolo me disent toujours. Au début, je leur ai dit que ce serait un film sur Serge et Paolo dans une voiture en Afghanistan, puis à la fin, c'est un film sur moi et ma maman, quoi. Et évidemment, mais moi, dans ce film, je l'ai construit au montage. Je suis parti d'une histoire de base, c'est-à-dire trois mecs dans une voiture qui font le tour de l'Afghanistan, l'histoire de l'Afghanistan, et petit à petit, je m'étais rendu compte que j'avais fait un peu comme un architecte qui prend une photo c'est-à-dire que j'avais enlevé les jouets des enfants, j'avais enlevé mon lit que j'avais pas fait, j'avais enlevé la vaisselle qui avait été oubliée, j'avais enlevé l'horrible pot de fleurs de belle-maman. Enfin, j'avais un peu fait le vide autour de moi, c'est-à-dire que moi-même, je m'étais vraiment caché derrière Serge et Paolo. Et puis, moi, j'ai des enfants maintenant. Moi, j'ai pas envie de faire ce genre de film ou ce genre de récit où l'auteur se dévoile pas. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de mettre de moi-même dans le film. Et surtout, c'est pas très juste aussi d'aller profondément dans l'intimité des autres sans présenter la sienne. Et donc, évidemment, que c'est devenu un voyage intérieur et que j'ai été un peu forcé par le cinéma, parce que le cinéma, c'est du storytelling, et il est assez bien fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était ouais, mais tu nous amènes où, quoi. Enfin, où est l'émotion, en fait? Si t'es pas là, est-ce qu'il y a une émotion? Qu'est-ce qui te... ok, c'est un accident, tu as cette voiture, mais qu'est-ce qui se passe, en gros, à part des anecdotes et puis des dangers? Et c'est vrai que dans le cinéma, on a des espèces d'arches narratives, le héros se construit. Et moi, je disais, oui, mais bon, moi, je suis pas un héros et je me suis pas construit, machin. Mais en fait, en réalité,
plus j'avançais dans le montage, plus je me rendais compte à quel point ce voyage m'avait construit en fait. Par exemple, il y a un truc très important quand même que Paolo m'a appris et que finalement je découvre, c'est que on peut pas faire de bonnes photos si on a peur de ce qu'on photographie. Voilà, c'est une règle toute simple, mais si le photographe a peur, la photo sera très différente en fait. Ouais. Bah oui, ça se Et, sent. et le fait d'avoir peur, le fait de passer à côté d'un pays parce qu'on en a peur, c'est un problème quand on veut être voyageur et qu'on veut être photographe en fait. Et donc tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Donc évidemment que ce voyage me l'a appris. Et plein d'autres choses, enfin vrai, le deuil, il y a beaucoup de choses que j'apprends. Donc au final, cinématographiquement, c'était aussi plus intéressant de donner quelque chose au spectateur qui soit pas seulement une description de ce que je voyais, mais aussi de comment je me transformais en fait. Puisqu'il y a un narrateur, le narrateur, bah, il fait partie de l'histoire puisqu'il est dans la voiture. Et donc oui, c'est devenu un film très personnel. Et moi, ça m'a mis du temps, je pense, à, à parler de choses aussi personnelles dont je parle pas à table avec mes amis, et tout d'un coup je le dis au cinéma. Mais ça c'est aussi ce monde merveilleux du cinéma, c'est que tout d'un coup c'est un univers où on se sent en sécurité, où on n'a plus peur. C'est vraiment ça. Moi, je te disais en début d'interview que je me suis rendu compte tardivement que mon premier job, mon seul job à moi, alors moi je donne jamais de conseils aux autres parce que tout le monde trouve sa voie, puis tout le monde est différent. Mais moi, mon premier job, c'est d'arrêter d'avoir peur. Voilà. Point barre. C'est mon premier job quand je dois prendre une photo. Primo, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que tu vas penser, de ce que les autres vont penser, de ce que. Voilà. N'aie pas peur de la personne que tu photographies. Voilà. Arrête d'avoir peur et, là, et respire. Voilà. C'est la première chose. Puis ensuite, raconte ton histoire. Et évidemment que ça, c'est quelque chose d'important. Donc, évidemment, c'est pas. Il faut pas être John Wayne quand on photographie. Je suis pas le plus fort du monde et puis je me coiffe avec les balles. Mais c'est vraiment avoir confiance dans l'univers qu'on a construit, parce que chaque photographe construit son univers. Et dans cet univers-là, alors. Il peut tout arriver, on n'est pas payé, on se moque de nous, mais la garantie de cet univers, c'est qu'on n'a pas peur. C'est l'univers dans lequel on se sent bien et où on peut raconter avec honnêteté ce qu'on veut raconter. Donc oui, pour moi, c'est évidemment qu'à un moment donné, ça devient plus important ça que simplement le voyage, enfin le parcours en lui-même en fait. Si tu avais pu faire le film il y a 20 ans, ça aurait été le même ou pas? Non, ça aurait été très différent. Et franchement, ça aurait pas été dingue. Moi, je pense que la photographie que j'ai faite après l'Afghanistan, qui était extrêmement décalée, c'est-à-dire des séries de bars, une vision très joyeuse et très colorée de l'Afghanistan, mais très décalée, sans aucune explication en fait. C'était le maximum que je pouvais faire comme prise de distance en fait. Je naviguais en deux eaux. Je savais que je voulais aller dans cette direction-là, mais je savais pas vraiment encore ce que je voulais raconter. Puis j'étais pas du tout prêt à raconter des choses personnelles. Et donc moi, je sais ce que c'est quand on revient de voyage, puis on veut un peu rouler les mécaniques. Moi, par exemple, on nous avait invités à la télévision suisse romande après l'Irak, parce qu'après l'Afghanistan, on est allé en Irak avec Serge Paolo. Et il m'avait dit, est-ce que vous pouvez nous sélectionner parce que j'avais pas encore perdu mes bandes de l'Irak, et je savais, j'avais pas vu mes bandes, mais je savais qu'il y avait un moment où on s'était fait agresser par une foule et que c'était vraiment dangereux, et j'avais filmé ça. Et en fait, comme par hasard, j'ai choisi ça. Et je suis allé à la télé. Et j'ai dit voilà. Et puis on dit ah ouais, c'était vraiment très dangereux. Alors que c'était le moins intéressant du voyage. C'était la dernière chose qu'il fallait raconter sur l'Irak en fait. Il y avait tout à raconter sauf ça. Mais je me disais ah ouais, je reviens d'Irak, il faut que je monte de la guerre. Et puis comme ça, les gens ils penseront ah il est courageux et tout. Et je regrette encore ces images en fait que j'ai mis là. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dans le film. C'est pas que les images de Paolo sont pas dingues, elles sont dingues, c'est un super photographe et les histoires qu'il raconte sont super aussi, mais il n'y avait pas de place pour d'autres histoires à l'époque. C'est-à-dire que pour comment dire,
Oui, moi, quand je racontais mes histoires, finalement, c'était pas les petites histoires, je racontais quand même les dangers, en fait. Je voulais faire le malin, en fait, quand je suis rentré de voyage, un petit peu trop. Et je pense que ça m'a passé quand j'ai eu des... Enfin, à force de grandir. Et puis Serge et Paolo m'ont beaucoup aidé à être moins débile, enfin, moins bête, en fait. Moi, je m'améliore au contact des autres. Ils m'ont beaucoup aidé à être moins arrogant, euh, à moins avoir de réponse avant de commencer le travail, en fait. D'accord. À te laisser porter. Donc, Bizarrement, donc, que donc, en quelqu'un qui fait, se laisse porter a du mal à se laisser porter par ce qui est face à lui. ouais, au début c'était comme ça en fait. J'avais un peu des idées très arrêtées et puis. Mais pour répondre à ta question, je pense ça aurait pas du tout été le même film il y a 20 ans. Euh, je pense que je préfère celui-là en fait, celui qui est sorti là, parce que je vois un peu comment je l'aurais fait en fait. Peut-être pas, mais je pense que ça aurait été. Enfin, je pense que ça aurait été un buddy movie. Mais j'aurais pas été personnel dedans en fait. Mais J'aurais pas raconté de choses personnelles. c'est ce que tu disais au tout début, en fait, la même photo à 10 ans, à 50 ans, à 20 ans ou à 2 heures raconte pas la même histoire, en fait. Parce que finalement, Ouais. c'est la même photo de ta vie, mais tu la vois sous un prisme différent 20 ans après. Oui, et c'est marrant comme quand on revit un voyage 20 ans plus tard, tout d'un coup, il y a des photos qu'on avait mis de côté et qui tout d'un coup nous racontent beaucoup Ouais. plus que celles qu'on avait sélectionnées. Et puis après, il y a encore nos enfants qui vont trouver nos photos, enfin toutes ces histoires. C'est une transmission, la photographie, hein. Ça a remplacé les lettres, les correspondances. Et donc, il faut réfléchir un petit peu de ce que nos enfants vont trouver, en fait. Si on veut leur montrer vraiment que la caricature de parents parfaits, ou si on veut leur raconter autre chose. Moi, ça m'a beaucoup travaillé, ça, en fait. Ce qu'on allait laisser. Je pense toujours à ce truc, on connaît tout de la campagne de Jules César, on connaît tout des constructions et des tactiques de l'armée romaine, mais on ne sait toujours pas si les Romains s'embrassaient sur la bouche, en fait. Et je trouve ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un photographe dans Rome à ce moment-là, à Douaneau, pour nous montrer ça, parce que je trouve que c'est quand même intéressant de le savoir, en fait. Ouais. Ça t'apprend beaucoup de choses sur les gens, finalement. On arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande le pire moment de ta carrière. Ah, de ma carrière de photographe. Ouais. Oui, je n'ai pas réfléchi à ça. Alors, je pense que, ouais, je pense qu'il y a un moment, je pense que j'ai fait une exposition où je m'amusais plus, en fait. Et je trouvais que c'était pas drôle et que c'était pas bien. Et je me rappelle plus laquelle c'était, mais je me rappelle très bien que j'étais à Arles avec toute mon équipe et je disais, voilà, moi, ça m'amuse plus, en fait. J'ai envie de, j'ai l'impression de répéter un système et puis qui est de moins en moins drôle et puis qui m'amuse plus, en fait. Et puis, en fait, si on s'amuse plus, c'est que c'est plus bon, en fait. Enfin, si je m'amuse plus, c'est que c'est moins bien. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, moi, j'ai envie d'explorer d'autres. Le cinéma. Je pense que c'est le moment où je suis parti au cinéma, en fait. Parce que puis on me disait, mais non, mais fais ça, tu pourrais avoir tel mandat et tout. Puis je disais, en fait, non, en fait, parce que c'est pas bien, en fait. Enfin, je le trouve pas bien. Et la photo, qui on est pour juger la photo, mais la seule chose qu'on doit à notre travail, c'est de l'aimer, quoi. Ouais. Parce que sinon, c'est vraiment foutu, quoi. C'est clair. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Alors, moi, le meilleur moment de ma carrière, c'est en fait quand elle commence. Parce que pendant longtemps, j'ai fait des photos dans mon coin et ce sont des photos qui me plaisaient, je les faisais tout seul, je faisais des séries comme ça, j'accumulais. Mais il y a un moment donné, on a envie de faire partie d'une famille. Moi, j'avais mon groupe, c'était Serge et Paolo, mais quand je rentre d'Afghanistan, je fais des séries de photos qui n'intéressent personne, en fait. Et donc, on commence à produire des livres, voilà. Mais je ne fais pas partie du monde de la photographie. Or, à l'époque, j'habite Vevey, qui a une grande école de photo reconnue depuis longtemps. Et il y a et donc un jour, Paolo m'appelle, il me dit, écoute, moi je participe à un concours, c'est un concours très important, il faut absolument que tu mettes l'enveloppe à la poste. Parce que figure-toi qu'en fait ce concours a lieu dans ta ville, Vevey. Et donc c'est un concours qui s'appelle le concours Image, et c'est un concours vraiment intéressant parce que c'est vraiment une ville qui donne de l'argent à un photographe pour faire un projet. Donc c'est pas pour le travail accompli, mais c'est pour le projet.
Et donc, on est vendredi soir, j'ai cette enveloppe, je dois l'amener le lendemain à la poste, évidemment le dernier jour, et la poste ferme à 11h du matin. Et j'appelle Paolo et je lui dis, c'est quoi ce concours? Voilà, moi j'habite cette ville, j'ai jamais entendu parler de ce concours. Il me dit, oui, c'est un concours pour photographe, il faut avoir une lettre de recommandation. Et puis je dis, mais écoute, est-ce que ça t'ennuie si j'y participe? Et il me dit, oui, d'accord. Je dis, est-ce que tu peux me faire une lettre de recommandation? Parce que j'ai pas de lettre de recommandation. Donc il me fait une petite lettre, il me l'envoie comme ça. Et moi, je sais pas quoi faire en fait. Et c'est déjà tard le soir. Et donc je me dis, j'étais en Afghanistan, il faudrait que je trouve un truc cool. Et je me dis, le pôle Nord, c'est pas mal. Le pôle Nord, c'est un endroit comme ça un peu mythique. Faire le guide du pôle Nord, j'ai fait le guide de l'Afghanistan, je vais faire ça. Et je m'endors. Et le lendemain matin, je me réveille, évidemment, un peu trop tard. Je me réveille à 9h. J'ai pas le temps d'imprimer des images parce qu'à l'époque, ces imprimantes à jet d'encre sont très lentes. Donc, je prends dans ma corbeille à papier des séries de photos et je prends un papier et j'écris. Voilà, moi je suis allé dans des endroits en guerre, j'ai fait le guide de l'Afghanistan, je prépare le guide de l'Irak, mais moi ce dont je rêve, c'est un endroit où il y a beaucoup de soleil, mais où il n'y a pas de guerre. Or, le pôle Nord, les Inuits, ça fait 3000 ans qu'ils ne sont pas en guerre, donc si vous me donnez le prix, moi je vais au pôle Nord et je vous fais le guide du pôle Nord. Et c'est comme ça, j'ai écrit un paragraphe. Je prends le paragraphe, je mets tout ça dans l'enveloppe, je cours à la poste qui était en face de chez moi en fait. Je cours, la porte se ferme et c'est fermé à 11h. Vous savez, comme sont les Suisses, à 11h00, la porte se ferme. Et je fais des signes et je vois que la dame ne veut pas me laisser rentrer. Mais heureusement, il y a encore une cliente qui sort et je m'enfile dans la porte, dans la porte automatique. Et j'arrive et la dame était vraiment pas contente. Je dis, s'il vous plaît, il faut absolument que vous preniez mon enveloppe. Et elle prend mon enveloppe. Et donc j'oublie ce concours complètement. C'est un concours avec, je sais pas, c'est le concours qui fait partie du festival Image. Maintenant, c'est un très gros festival. À l'époque, il était un peu moins connu. Le concours était assez connu parce que c'est un concours qui vraiment permettait à un photographe de faire un voyage d'une année. Et évidemment, 3 semaines plus tard, je reçois un appel, puis c'est moi qui ai gagné le prix. C'est Paolo qui m'appelle, il me dit, mais c'est pas possible, c'est toi qui as gagné le prix. Et donc, les prix, on sait ce que c'est. Quand on reçoit un prix, on est très content. Quand on n'a pas pris, alors le jury n'a rien compris à notre travail et on est furieux. Mais pour moi, c'était important parce que c'est un prix qui m'a fait entrer dans le monde de la photographie, et c'est un prix qui est local, c'est-à-dire que mon oncle, ma tante, mes oncles et tantes, mes parents étaient déjà plus là, mais tous les gens qui m'ont vu grandir lisaient les journaux, et à Vevey, tout le monde imprimait ce prix, c'était un gros truc. Ouais. Et tout d'un coup, moi qui étais le vilain petit canard, j'essayais d'expliquer ce que je faisais, mais je faisais des collections de moustaches en Irak, enfin, ça voulait rien dire en fait. Et tout d'un coup, j'avais une place, c'est-à-dire que j'étais devenu quelqu'un auprès de ma famille, j'étais quelqu'un. C'est-à-dire que j'étais vraiment un photographe. En fait, j'avais obtenu mon blanc-seing. J'avais été accepté dans la famille. Voilà. Et ça, c'était un super souvenir. C'était le diplôme. Ouais. Exactement. Donc c'était un beau souvenir parce que je me rappelle qu'ensuite j'étais allé voir mon oncle qui était un grand voyageur et que voilà, c'était tout d'un coup je parlais d'égal à égal quoi. J'étais devenu un voyageur photographe moi aussi. C'est marrant que tu expliques que c'est enfin, t'as un peu tout mis en place dans l'urgence et un peu dans la précipitation quelque part. T'as pas vraiment eu le temps de réfléchir à ta série. C'est ça que t'as envoyé ou t'as été prête? Oui, en fait, je pense que c'est ça. Alors parce que ça, c'est un truc. Parce qu'après, on fait partie. Quand on a gagné le prix, on fait partie du jury. Et donc le jury, c'est 1000 dossiers. Et donc on est face à 1000 dossiers. Donc les explications qui prennent 3 pages pour expliquer un projet, c'est trop long en fait. C'est-à-dire, il faut déjà qu'on comprenne dans le premier paragraphe de quoi il s'agit. Et moi j'avais fait énormément de fautes d'orthographe et même il manquait des verbes en fait. Mais comme j'ai un nom à consonance germanique, tout le monde pensait que j'étais allemand en fait, ou suisse-allemand. Et donc ça m'a sauvé. Mais ils se sont dit, lui, il va être sérieux. Oui, il se donne la peine d'écrire en français, c'est gentil, alors que c'est ma langue maternelle, le français. Mais voilà, donc ça s'est fait dans l'urgence. Moi, j'ai toujours travaillé dans l'urgence, donc ça me plaît d'attendre très longtemps pour développer des images et ensuite faire un travail très rapide. Mais c'était un bon souvenir parce qu'évidemment, tout d'un coup, même pour Serge et Paolo, j'étais devenu quelqu'un en fait. J'avais moi aussi pris ma place dans cette voiture. Tu étais devenu légitime dans la voiture en fait.
Voilà, exactement. Voilà, j'avais ma légitimité. Et en fait, ces prix, ils servent un peu que à ça, parce que autrement, c'est évidemment qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais de prix puis qui sont des génies. Enfin, on se demande jamais si Picasso a reçu un prix, le prix du salon Mercedes 1960. Mais pour la famille, pour les gens pour moi, c'était important en fait. Et tout d'un coup, j'étais devenu le lauréat et c'était drôle en fait. C'est chouette, mais voilà, c'est un bon souvenir. Elle résonne Et puis, beaucoup cette histoire avec moi parce que j'ai vécu à peu près la même sur un autre truc. Donc c'est assez marrant de constater que finalement tous les vilains petits canards qui sont mis là-dedans sans forcément avoir la formation ou j'ai pas envie de dire les compétences parce que c'est pas une question forcément à formuler comme ça, mais finalement de se dire que ce moment-là où finalement t'as une reconnaissance, tout le monde te prend un peu au sérieux alors qu'en fait toi tu as fait ce que tu faisais d'habitude. Oui, mais par contre, ce qui est important, c'est que tout d'un coup, il y a quelques personnes, et ça, c'était le Festival Image, c'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, Raphaël, Biolay, Stéphano Stoll, enfin, toute une bande de Tamara, enfin, toute une bande de fous de la photographie qui s'intéressent à ton travail. C'est-à-dire que tout d'un coup, ton travail et même si c'est 3 ou 4 personnes, ça te suffit, ça te porte pendant 10 ans, en fait. Il y a des gens qui me disent, en fait, oui, ça nous intéresse, en fait. C'est pas n'importe quoi. Et c'est super. Et c'est vrai que ce festival, il est très à l'écoute des voix alternatives, des vilains petits canards, en fait. Il y a des endroits comme ça. Il y a des endroits où il faut déjà être quelqu'un pour avoir un prix et voilà, Ils sont encore sensibles aux vilains petits canards, peut-être que j'aille faire un tour. Ah, mais bien sûr, Festival Image, maintenant c'est devenu un très grand festival. En fait, à l'époque, c'était pas un si grand festival. Ils débutaient eux-mêmes. C'était pas du bricolage, mais c'était par rapport à ce que c'est maintenant. C'était vraiment les débuts. Et c'est un festival qui est complètement gratuit et qui est dans la ville, c'est-à-dire qu'il affiche les artistes dans la ville. Il choisit des façades d'immeubles pour exposer des affiches, donc c'est vraiment monumental et totalement gratuit. Donc ça se visite. Il y a bien sûr des expositions fermées dans lesquelles on peut entrer gratuitement. Il n'y a pas de. C'est très populaire, puis à la fois c'est très pointu en fait. Tout d'un coup, il y a Cindy Sherman, 30 mètres sur 30 sur l'immeuble d'une banque à Vevey. Et puis, à la fois, il y a des mecs qui explorent, qui font il y a des Russes fous qui font, ou du Zécrunien, qui font des recherches qui sont pas accessibles à tout un chacun. C'est un endroit où je me suis toujours dit bien. Moi, c'est comme Arles, sont des endroits où on retrouve la famille photographique et où on se sent bien et qui sont faits par des passionnés en fait, parce que tous ces mecs qui font des festivals de photos, c'est des passionnés en fait. Tu fais rarement ça pour l'argent. Puis j'adore ça, les gens pour qui c'est vraiment très très important que l'exposition soit bien faite, alors que nous, quand on fait des expos, on sait très bien que de temps en temps on lâche du lest, mais eux ils lâchent jamais rien. Ils veulent, chaque espace, chaque artiste, chaque repas, il faut recevoir, il faut glorifier la photographie. Et puis c'est super qu'il y ait encore quelques endroits comme ça dans le monde où on puisse se réfugier, une espèce de port d'attache où une ou deux fois par année, tac, ou Image c'est tous les 2 ans, on peut aller poser notre barque et puis se reposer. On est en sécurité, voilà. On est accueilli. Je note de faire un petit saut là-bas, un de ces 4, parce que ça a l'air assez sympa en fait. C'est la toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais d'inviter pour un prochain épisode ? Alors, moi, évidemment, je devrais dire Paolo, parce qu'il raconte des histoires géniales. Paolo Woods, mon ami et associé et comparse dans Riverboom, donc Paolo. Mais il y a aussi une autre personne qu'on a rencontrée en Irak, qui est aussi une photographe extraordinaire, qui s'appelle Benedict Kurtzen, qui a vécu longtemps au Nigeria, mais à l'époque, elle était venue en moto depuis la France jusqu'à Bagdad. D'accord. Et j'avais trouvé ça quand même assez fortiche. Et voilà, on partage le même humour et la même joie de vivre, en fait. Et je pense que ce serait très intéressant de l'inviter. Tu m'as eu, quand tu as dit qu'elle était venue à Bagdad en moto, je pense que c'est le genre de gens avec qui j'ai envie de discuter, déjà comme ça.
Eh ben écoute, Ouais, c'était... Ouais. mais c'est pas une, elle se coiffe pas avec les balles. C'est vraiment une grande photographe qui fait toute une carrière extraordinaire maintenant, qui a fait tout un travail en Afrique ultra intéressant. Enfin bref, oui, invitez-la. Je vais, Mais je invitez vais, aussi Paolo en fait, je parce vais que aller... Paolo, on peut pas le rater. C'est tellement dingue. Chaque jour, je découvre une nouvelle histoire Mais sur Paolo. dans mon Voilà. esprit, je me disais, Paolo doit être dans la suite. Et je pense qu'il faudra qu'on discute hors antenne pour une petite mise en relation parce que ça m'intéresserait vraiment d'avoir son point de vue. Puis ça peut faire un petit follow-up aussi. Il peut nous raconter qui tu étais quand il t'a vu arriver en Afghanistan. Ça peut être assez marrant. Très bien. Merci Bah, en tout cas, beaucoup. merci infiniment, Julien. Donc je rappelle que ton film s'appelle River Boom. Normalement, au moment où le podcast sort, il est en salle. Vous pouvez aller le voir tout de suite. Allez-y, franchement, c'était génial. Moi, j'ai eu cette chance de recevoir un lien à la maison et de pouvoir le regarder tranquillement dans mon canapé sur mon grand écran et j'étais au top avec mon petit café et mon bébé dans les bras. Mais c'était Bah, félicitations. vraiment un bon Bravo. moment. J'ai passé un très bon moment à regarder ce film. Je crois que le lien est encore valable, donc je m'interdis pas de le re-regarder, mais j'irai peut-être le voir plutôt au cinéma la prochaine fois. Mais vraiment, allez-y les auditeurs, c'est un très très bon film, ça vaut vraiment le coup. Et c'est une belle histoire. Et je pense qu'il il faut voir ce genre de belles histoires parce que l'Afghanistan, quand on voit, moi quand j'ai reçu j'ai reçu le pitch, c'est 3 mecs qui vont en Afghanistan, donc super, c'est une histoire de guerre au milieu d'un pays qui va pas bien. Et en fait, c'est une belle histoire pleine d'amour finalement, et pleine d'amitié, pleine de bonnes choses, et qui te montre autre chose que la guerre, et ça vaut vraiment le coup. Donc merci pour ce bon moment. Bah, merci beaucoup. À très C'était un bientôt, Claude. vrai plaisir. Merci. À bientôt. À Merci, bientôt. Julien. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodb.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode Dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.